nous allons vous avoir tout à l'heure. Hein. Justement, c'est pourquoi nous avons donc un autre doyen hein, lui a fait donc le Camboiro, hein, qui a écrit un livre, hein, 6 ans au camp à Boiro, hein, pour avoir eu raison un peu trop tôt. Hein. Donc avec lui, nous n'allons pas forcément hein, parler un peu du contenu de son livre ce soir, mais lui-même un peu de son expérience, afin qu'il puisse un peu impacter un peu les nouvelles générations. Hein. Le Camboiro, c'est quoi? Pourquoi il y a eu certainement le Camboiro? Hein? Donc notre invité qui sera donc en ligne dans 30 secondes, il s'agit bien hein, de Monsieur Mamadou Kolon Diallo, hein, qui est né donc en 1933. Voilà, 33. Hein? Il est né donc à Koundou. Voilà, c'est donc Diankoye, c'est ça, Diankoye, je pense en Guinée. Hein? Voilà, il a fait donc des études en Guinée, en France. Hein? Il a été même membre donc de la FEANT, voilà. Et il a enseigné, hein, voilà, au lycée Donka. Hein? Et ensuite, il a été chargé donc du collège, donc du cours, donc de l'abbé, hein, voilà. Voilà. Donc avec lui, hein, nous allons parler un peu, donc un tout petit peu de complot des enseignants. Pourquoi il a été un peu au Camboiro. Et puis conseiller, demander donc à la nouvelle génération de se procurer hein, donc de son livre. Acheter son livre pour lire afin de vous familiariser un tout petit peu par rapport à ce qui s'est passé au Camboiro. Puisque aujourd'hui, de nos jours, hein, il commence à avoir 2 camps. Hein, donc le camp des amis de Sékou Touré, hein, représenté par notre ami Kemoko, et aussi le camp aussi des victimes. Donc les deux, hein, en absence certainement de preuves palpables, il y a surtout la confusion. Voilà, sur le chiffre, ce qui s'est passé. Donc, pour mieux comprendre un peu l'histoire donc de la Guinée, hein, si vous avez la possibilité, achetez donc les livres et lisez. Hein, et puis, au besoin, nous allons inviter donc les auteurs afin que vous puissiez poser le maximum de questions pour mieux connaître l'histoire de votre pays. Et ne pas que certainement des mains des politiciens viennent fabriquer hein, des histoires à des fins donc politiques. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, sans trop tarder, nous allons voir si notre invité en ligne. Il s'agit donc du doyen, j'allais dire, hein, du doyen Monsieur Mamadou Kolon Diallo. Hein. Bonsoir, doyen. Comment allez-vous? Bonsoir. Voilà. Alors, comment allez-vous? Ça va bien, merci. Voilà, alors, puisqu'on n'aura pas trop de temps avec vous, hein, nous allons aller donc très rapidement. Alors, vous avez écrit donc un livre, 6 années au Camboiro, pour avoir eu raison trop tôt. Alors, la question que je vais vous poser, cette question fondamentale, pour avoir eu raison trop tôt, c'était quelle raison? En fait, le titre du livre, c'est la réflexion que Sékou Touré nous avait donnée le jour de notre libération. Il a dit, vous aviez raison un peu plus tôt. Après 6 ans au Camboiro, il nous a dit ça. Qu'est-ce qu'il voulait dire exactement? Qu'est-ce qu'il voulait dire, selon vous? Quand on est revenu en Guinée, quand je suis venu en Guinée, il y avait un mouvement, ou plus exactement, il y avait le Parti africain de l'indépendance. Il y avait une section guinéenne. Et il y avait des exilés du Sénégal qui étaient en Guinée. Ils lui ont dit, Monsieur le Président, il faut reconnaître une section guinéenne du pays. Bon. Il nous a dit, je ne peux pas, en l'état actuel des choses, reconnaître une section guinéenne du pays, parce que l'unité nationale qu'on a obtenue va voler en éclats. D'autres, je ne pourrais plus préciser à d'autres la même chose. Mais on lui avait dit qu'il était sur la mauvaise voie, et qu'il fallait, on était à ses côtés et qu'il fallait marcher. Donc il s'est souvenu de ça, et c'est certainement pour ça qu'il a dit que vous aviez raison, vous avez eu raison plus. Donc, alors, au moment où la révolution que vous vouliez être en train de faire, ça c'est en 67. Alors, vous, hein, quand il vous avez dit cela, hein, puisque vous avez passé 6 années au Camboiro, hein, oui. Comment vous vous êtes senti une vindication ou bien une victime? Moi, je suis une victime. J'ai été
j'ai été une victime comme presque tous les pensionnaires de ce qu'on a appelé le camp Boiro, les différents camps de concentration de Ségou. Nous sommes des victimes. Alors, vous avez employé l'expression camp de concentration. Hein? Cela nous amène certainement à penser un peu au camp des nazis. Est-ce que vous voulez faire des deux comparaisons ou bien vous parlez d'un tout petit camp? Oui. Je ne fais pas de comparaison avec les nazis, je parle de ce que j'ai vécu. C'est des camps de concentration. Ok, des camps de concentration, voilà. Alors, voilà, cela va nous amener à parler un peu donc du camp Boiro ou bien des camps Boiro, selon puisqu'il y avait eu plusieurs camps. Hein. Déjà, le 19 novembre 1966, hein, vous avez été donc arrêté hein, et vous avez fait pratiquement 6 ans au camp Boiro. Alors, 100% rentré... Allô? 1961 que j'ai été arrêté. Voilà, 61, voilà. 6 années au camp Boiro. Voilà, 6 années, voilà. Pour la nouvelle génération, quand on parle de camp Boiro, puisqu'au départ, c'était le petit camp Boiro, hein, la machine n'était pas rodée, comme vous l'avez tellement dit, hein, mais vous pouvez nous expliquer un peu déjà, le camp Boiro, c'était quoi à l'époque? Soyons clairs, ça ne s'appelait pas camp Boiro à l'époque. C'était le camp de la garde républicaine à Kamayenne. C'est un peu plus tard, après le coup d'État, entre guillemets, le faux débat Kaman, que ça a été appelé camp Boiro, du nom d'un inspecteur de police qui avait été largué de l'appareil par des militaires guinéens. Il était considéré donc comme un martyr de la révolution. Et le nom du camp Kamayel. Mais c'était le camp de la garde républicaine. Et là, ceux qui avaient été arrêtés en 60, c'est là qu'on les a enfermés. Nous, en 61, c'est là qu'on nous a enfermés. Alors, jusqu'à présent, est-ce que vous avez réussi à répondre à ces questions? Pourquoi vous avez été arrêté? Surtout, on parlait du complot donc des enseignants. Mais fondamentalement, est-ce que vous avez réussi à trouver une réponse? Pourquoi vous avez été réellement, vous, particulièrement arrêté? Ceux qui ont été arrêtés en 1961 étaient des enseignants et autres cadres politiques du PDG qui étaient considérés comme un peu plus à gauche que le PDG, tout en étant au sein du PDG. Ce sont eux qui ont été arrêtés. L'élément déclencheur, ça a été l'arrestation du bureau directeur du syndicat d'enseignants. Mais que là, il y a eu une espèce d'amalgame. Et Sékou, qui était en difficulté économique et politique, a trouvé l'occasion belle pour démanteler ce qu'il considérait être ses adversaires. C'est ainsi que un certain nombre d'enseignants et d'autres cadres qui n'étaient pas enseignants ont été arrêtés. On en a fait un complot. En fait, les enseignants à l'époque ont publié un mémorandum destiné au président de la République, Sékou Touré, qui, lors du congrès des enseignants en 60, avait dit que le problème de l'enseignement était son problème numéro 1 et qu'il fallait régler ce problème de manière très satisfaisante pour les enseignants. Il a sorti un statut des enseignants qui, dans tous les domaines, était en régression par rapport à la situation des enseignants. Et quand ce statut a été publié, les enseignants ont publié un mémorandum qui expliquait en quoi il était en retrait par rapport à la situation ancienne. C'est tout le mal qu'il y ait. C'est tout le complot des enseignants. Alors, vous avez parlé de complot des enseignants. Certaines personnes parlent du complot dans le complot, qu'en réalité, c'était un complot du régime de Sékou Touré contre les enseignants. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette manière de voir les choses? Exactement, c'est exactement ce que je pense.
Et pourquoi? C'est parce qu'il avait certainement peur donc des enseignants, c'est un peu cela? Il avait peur, non. Le commandant, qui était le secrétaire général du bureau directeur des enseignants, était un adversaire politique à Sékou Touré, qui l'avait rejoint et qui n'avait pas accepté que le syndicat des enseignants soit dissous. Ça a trouvé l'occasion de se débarrasser d'un adversaire, d'un supposé adversaire. C'est ça. Alors, quel était donc le but de vous amener un peu, j'allais dire l'objectif de vous amener donc au camp Boiro? Vous pensez que c'était certainement vous anéantir, hein, vous réduire à néant, vous réduire certainement au silence, c'est un peu cela? C'était en quelque sorte frapper des devanciers et que cela serve d'exemple. Toute une affaire, sans quoi il n'y avait rien de grave. Est-ce que ça marchait par la suite, si vous voulez, hein? Vous avez été intimidé, ça marchait par la suite pour les autres? Ça n'a pas marché parce que les complots de Sékou viennent de ses échecs politiques et économiques. Comme à chaque échec, il y a eu un complot. Chaque échec, il y a eu un complot. Chaque fois que la vie sociale était mauvaise, il décrétait, il annonçait un complot, il arrêtait un certain nombre de gens pour mater la population. Mater la population. Alors, Monsieur le Président Sékou Touré lui-même, est-ce que vous l'avez fréquenté, vous l'avez pratiqué, vous l'avez vu, vous l'avez déjà discuté avec lui? M. Sékou Touré, je ne l'ai pas pratiqué de manière intime. Je l'ai vu en tant que, je le connais en tant que président, je le connaissais bien avant, en tant que syndicaliste, qui était jugé progressiste à l'époque, et je l'ai connu. Mais je n'ai pas eu de contact très serré avec lui, sauf mes contacts avec lui ont été le jour de ma libération et quelques jours après. Alors, que pensez-vous du président Sékou Touré lui-même, de sa gestion donc du pays pendant des décennies? Je pense que le président Sékou Touré, comme vous dites, a eu la chance d'obtenir l'indépendance. Et il a voulu faire du pays un régime militaire où il pouvait dicter ce qu'il voulait, et ça a été tout. Mais je ne pense pas qu'il ait été intelligent, disons, efficace, en tout cas pour la Guinée. Quand vous parlez de l'efficacité, c'est au niveau du développement de la Guinée ou bien la pérennisation du pouvoir? Au niveau du développement économique et social de la Guinée. C'est en fait ça, parce que si on a demandé l'indépendance, ce n'est pas pour végéter encore pire que sous la colonisation, c'est pour aller de l'avant. Il fallait libérer ce pays, le développer et distribuer équitablement les prix du développement. Alors, M. Diallo, vous avez fait le camp Boiro, vous avez été enseignant. Et certains Guinéens aujourd'hui disent que l'avenir de la Guinée a été enterré au camp Boiro. Est-ce que vous partagez cette pensée? Disons que ça a été le point de départ de la dérive. C'est-à-dire concrètement? Concrètement, le complot des enseignants, entre guillemets, a été un révélateur de l'incapacité de Sékou à gérer effectivement le pays. La plupart des gens lucides ont constaté que, en dépit de son aura, il n'y avait pas le chef d'État qui pouvait développer la Guinée. Il n'était pas le chef d'État qui allait développer la Guinée.
Et je crois que l'histoire a donné raison, parce que les complots se sont succédés. Il a appelé ça le complot permanent, mais c'était le complot permanent contre la Guinée, et dont il était le chef d'orchestre. Alors, M. Sékou Touré, c'était donc un nationaliste, un tyran, un dictateur, ou un sanguinaire, selon vous? Permettez-moi de rire quand vous dites un nationaliste. Je crois que Sékou Touré n'a jamais aimé autre chose que son pouvoir. Ni sa femme, ni ses enfants, c'est son pouvoir qui l'intéressait. Il s'est servi de l'Afrique comme il s'est servi de la Guinée, mais il n'est pas, à mon avis, il n'est pas un nationaliste. Selon certaines personnes disent, pour moi, M. Sékou Touré, tout le monde était uni, c'était une Guinée qui était unie, il n'y avait pas donc le clan des Soussous, le clan des Malinqués, le clan des Peuls ou bien le clan des Forestiers. De ce côté, est-ce que vous êtes d'accord avec ceux qui voient la chose de cette manière? La Guinée n'a pas eu de problème ethnique jusqu'au régime de Sékou Touré. Lui-même, il a essayé de l'initier. Il a essayé d'initier l'ethnocentrisme, mais ça n'a pas marché. Parce que si vous vous rappelez, ce qu'on a appelé le complot des Peuls en 1976, si la population l'avait suivi, il y aurait eu des pogroms partout et un génocide. Ça n'a pas marché. Les gens n'ont pas cru. Donc, les populations savaient que qu'il n'y avait pas d'ethnocentrisme de leur côté. Alors, puisque vous avez parlé du complot Peul qu'on a parlé tout un temps, est-ce qu'il réellement il y avait un complot Peul? Est-ce que M. Sékou Touré, au soir de sa vie, avait une haine contre le Peul, ou bien c'était un peu l'émergence de la classe politique Peul qui faisait peur au président Sékou Touré? Personnellement, je pense qu'il a eu peur de ce qu'il considérait comme être disons, une prédominance Peul dans l'intelligentsia. Et comme il ne voulait pas être dépassé d'un centime, il rasait tout ce qui était au-dessus de lui. Ça a été le cas donc réellement donc de Diallo Telli, dont on disait que c'était une menace. C'est bien ça. Mais Diallo, pour en revenir à ça, je ne pense pas que Sékou ait eu une menace réelle. Le régime de Sékou n'a pas eu de menace réelle. Ni les enseignants, parce que les enseignants voulaient l'aider à gérer correctement ce pays. C'était tout le monde. En 1958, le bloc qu'il y a eu, les gens qui ont rejoint le PDG, tous les partis politiques qui ont rejoint le PDG, ils étaient derrière Sékou. C'est lui qui est allé chercher dans son imagination des adversaires et des ennemis. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est lui. Et je dis, pour avoir vécu avec Koumanian, que Koumanian ne lui en voulait pas sur le plan politique. Personnellement, il ne lui en voulait pas. Même il le respectait. Parce que j'ai fait la prison avec Koumanian. Je ne pense pas que Telli ait eu l'envie d'être président de la République. Au contraire, tout ce qu'il a fait, c'est servir rigoureusement et loyalement de Sékou Touré dans ses intentions. C'est lui qui est venu négocier laborieusement avec l'aide de ses relations l'admission de la Guinée aux Nations Unies. C'est lui qui a ensuite est allé à l'OIA. Alors, Monsieur Diallo, généralement, quand on parle du camp Boiro, on parle du camp donc de la mort, mais vous êtes sorti de là-bas vivant. Comment expliquez-vous cette contradiction? S'il y a une contradiction, il y a bien sûr. Non, il n'y a pas de contradiction. Il n'y a pas de contradiction. Même dans les camps nazis, dans les camps d'extermination nazis, il est sorti déjà vivant. Il y a eu des survivants. Quelle que soit la terreur et le régime, il y a des survivants. C'est une question de chance, c'est une question disons, de chance.
Dans votre cas, vous avez dit que vous aviez eu la chance. Expliquez-nous un tout petit peu vos activités pratiquement tous les jours. Est-ce que vous saviez que les jours passaient, les mois passaient? Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faisiez quand vous étiez donc au Camp-Boiro? Je vais être trop clair. Le régime qu'on nous a imposé, c'est un régime de stricte confidentialité. On n'avait droit de communiquer avec personne. C'était un détenu par cellule. On ne savait pas ce qui se passait dehors. Personnellement, j'ai fait 6 ans au Camp-Boiro, dans 6 ans de détention, et je n'ai jamais eu un seul jour le contact avec des membres de ma famille. Ils ne savaient pas que j'existais, que si j'étais en vie, des membres de ma famille. Donc, on ne peut pas dire que ça, c'était une sinécure. Je vous ai entendu tout à l'heure dire que c'était pas rodé, mais les gens de 61 ont eu une chance extraordinaire d'échapper. En ce sens que, après 8 mois de détention, il est arrivé une épidémie de beriberi qui a failli emporter la totalité des détenus. C'est par presque imprudence parce qu'il était interdit à un médecin de rentrer dans le pays. Le responsable du camp à l'époque est allé voir Dr Akar, qui était ministre de la Santé. Il lui a dit, si ces gens-là restent encore quelque temps, je crois, vous allez voir vous-même de visu. Dr Akar est venu. Le spectacle que qu'il a vu, il en était effrayé. Comme il ne pouvait pas agir tout seul, il est allé voir Senkou Kaba, qui était ministre de l'Intérieur. Il lui a dit, si on n'arrange pas la situation de ces gens-là, il n'y aura pas d'un survivant. C'est une hécatombe qui se prépare. Et ils sont allés voir Senkou. Et on a changé le régime alimentaire. On a ouvert les cellules pendant un certain temps. On nous a permis de voir l'air qu'on ne voyait pas du tout, sauf pour aller au besoin quand il venait. C'est tout. Alors, donc, c'est un miracle, c'est une chance exceptionnelle que les gens aient survécu. Je le raconte dans mon livre. C'est ça. Alors, tout à l'heure, vous allez donner les informations pour que tous les Guinéens se préoccupent, achètent ce livre en même temps pour avoir une idée réellement de ce qui s'est passé. Oui. Et voilà. Alors, bon, parlons un peu donc tout à l'heure donc on a parlé un peu du Camp-Boiro. Excusez-moi, messieurs, de vous poser au moins cette question. J'allais dire le calcul macabre, c'est tellement des chiffres, de nombre de morts au Camp-Boiro. Il y a des chiffres qui ont été avancés. On a parlé d'une commission qui parlait des 17 personnes, on a parlé donc de 2000 personnes, on va jusqu'à 50 000 personnes. Puisque vous êtes victime de Camp-Boiro, quel chiffre vous pensez qui correspond certainement à la réalité? Je ne peux pas honnêtement, je ne peux pas vous donner un chiffre. Je crois que le chiffre le plus plausible et le plus fiable, c'est celui donné par Amnesty International, qui est un organisme indépendant et assez objectif, qui parle de 50 000 morts. Je pense que il peut être supérieur. Alors, pendant votre... C'est l'ensemble des victimes du régime de Sékou. Pas forcément des victimes du Camp-Boiro, mais des victimes de Sékou pendant son règne. C'est bien ça? Pendant son règne. Ok, d'accord. Alors, comment vous expliquez aujourd'hui qu'il y a une bonne partie certainement donc de la population, pas une bonne partie, une partie de la population guinéenne qui réunit pratiquement ces chiffres, qui parle donc de manipulation, qu'en réalité il n'y a pas eu certainement trop de victimes au Camp-Boiro. Alors, comment vous expliquez un peu cela? Je ne peux pas la témoigner sur le Camp-Boiro.
Il y a Porthos qui a témoigné, il y a René Gomez qui a témoigné, il y a l'ami de Sékou Touré, Alata, qui a témoigné. Prison d'Afrique. En prison d'Afrique. Je pense que tous ces gens-là ne racontent pas des pauvres. Chacun raconte son expérience personnelle. Et c'est une expérience vécue, qui est réelle. C'est un goulag. Après, on va en parler. C'était un goulag. Alors, par rapport aux morts et au dérapage, certainement, donc, du Camboiro et du système de Sékou Touré, est-ce que vous pensez que c'était un système qui faisait tout, ou bien c'était le président Sékou Touré qui orchestrait tout? Certaines personnes disaient qu'il y avait eu beaucoup de victimes, beaucoup de choses qui se passaient que M. Sékou Touré ne savait pas. Cette légende, je me porte en faux contre elle. Et Sékou Touré a géré directement tous les camps. Directement. Je cite l'exemple de l'adjudant-chef Bayo Suleiman, qui était le chef du camp de la garde républicaine de notre temps. Il nous a dit, beaucoup de vos camarades, un jour, beaucoup de vos camarades pensent que Sékou n'est pas au courant de ce qui se passe. Il dit, je vous assure que c'est moi je vais directement, 3 fois par semaine, directement avec Sékou, et je ne retire pas une virgule, et je n'ajoute pas une virgule des consignes qui sont données. Ce que vous vivez ici, vous le devez à Sékou Touré. Si vous sortez, c'est à lui que vous devez. Si vous ne sortez pas, c'est à lui que vous devez. C'est authentique. Et le gars, il a péri il a été arrêté lors du complot de Petit Touré, il l'a même mort. Allô? Oui. Voilà, alors, vous parlez un peu donc du bilan de M. Sékou Touré. Tout était négatif ou bien il y avait quelques aspects que vous avez certainement au moins aimés ou bien appréciés? Ou bien tout était négatif selon vous? Rien n'est tout à fait négatif, rien n'est tout à fait positif dans toute situation humaine. Je dis par rapport aux richesses du pays, au moins, il ne les a pas dilapidées. Il faut lui reconnaître ce côté positif. Il n'a pas voulu que les gens s'enrichissent. Ceux qui s'enrichissaient de son régime étaient obligés de se cacher. La corruption n'était pas aussi généralisée qu'elle l'est actuellement. Ça, c'est quelque chose de positif à son actif pour son régime. Maintenant, il y a, pour le reste, globalement, c'est négatif. Voilà. Globalement, c'est négatif. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, les gens qui dirigent le pays disent qu'ils héritent du système de Sékou les difficultés qui sont les leurs actuelles. C'est pour vous dire à quel point ce régime était négatif. Alors, voilà. Alors, revenons pratiquement. Aujourd'hui, la Guinée est profondément divisée entre, j'allais dire, 3 clans. Le clan des Malinqués, le clan donc des Peuls, et puis les autres, j'allais dire, qui de temps en temps font un peu la navette. Comment vous expliquez un peu cela? Qui en est responsable de la division profonde de la Guinée aujourd'hui? Écoutez, la division ethnique aujourd'hui en Guinée, c'est ça. Je pense que elle est due à 2 facteurs. 1, la médiocrité des dirigeants qui veulent utiliser ce facteur ethnocentrique pour leurs propres besoins. Et deuxièmement, les dérives qu'il y a eu au départ quand il s'est attaqué un peu. Et les gens ont pensé, à tort selon moi, que le régime de Sékou Touré était malinqué.
Le régime de Sékou Touré n'est pas malinqué, n'est pas plus malinqué qu'un autre. Et il n'est pas malinqué. Il y avait une bande de gars qui profitaient de leur présence à côté de lui. Et c'est cette bande qu'il a utilisée pour régner. Comme le régime de Lansana Conté, il n'est pas souffert. Le régime de Alpha Condé aujourd'hui n'est pas malinqué. C'est un régime d'une bande de gars organisés pour dilapider et prendre toutes les richesses du pays. Je ne pense pas qu'il puisse y avoir un régime ethnocentrique. Une ethnie ne peut pas diriger. Alors, quel conseil vous pouvez donner certainement à cette nouvelle génération qui est malheureusement aussi divisée à cette allure, hein? Les années ou bien les années à venir risquent d'être un peu très dramatiques pour la Guinée. Alors, quel conseil vous pouvez donner à la nouvelle génération afin donc d'éviter donc de tomber un peu dans les péchés millions, j'allais dire donc de la guerre civile, hein, en Afrique? Un conseil à donner, je crois que la Guinée et les Guinéens, jeunes, vieux ou moins vieux, ils doivent revenir aux idées qui valaient en 1958, c'est-à-dire cette unité nationale et ce désir de servir le peuple. Parce que l'indépendance, ce n'est pas autre chose que ça. Il y a des gens qui ont sacrifié leurs ambitions personnelles pour que la Guinée soit indépendante. Aujourd'hui, les Guinéens ne doivent pas se laisser distraire par l'ethnocentrisme apparent. Ils doivent miser sur les vrais Guinéens. Je me suis de vrais Guinéens, il n'y a pas de faux Guinéens. Ils doivent se regrouper. Les Guinéens qui aimeraient bien que la Guinée soit développée et au profit de tous les Guinéens, ce sont eux qui vont se retrouver et qui vont avoir le destin du pays en main. Dans le cas contraire, si on laisse les politiciens et passés et actuels, je dis on n'aura pas une Guinée heureuse. Je ne pense pas que la guerre civile éclate, je ne crois pas. Mais la misère va régner. La misère profonde pour l'ensemble du peuple. Donc, je dis, les Guinéens qui ont envie que ça change, ils doivent s'organiser. D'abord chercher des gars qui pensent comme eux, c'est-à-dire qui pensent pour la Guinée, au profit de la Guinée et de tous les Guinéens. Pas seulement les Malinqués, pas seulement les Soussous, pas les Français, de tous les Guinéens. Ceux qui ont les intérêts de ces gens-là en commun, ils se retrouvent, ils s'organisent en un mouvement politique qui va faire, ça ne sera pas facile pour l'instant. Mais c'est ça, c'est à mon avis le chemin à prendre. Voilà, le chemin à prendre. Alors, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, hein, beaucoup de cadres, hein, on a écouté même les politiciens qui pensent que le départ du professeur Alpha Condé serait donc la solution, en somme, une panacée. Est-ce que vous êtes d'accord, vous êtes d'avis avec ces personnes qui pensent ainsi? Tous ceux qui pensent que le départ d'Alpha Condé, ça ne résoudra pas le problème. Si des gars pires que lui prennent le pouvoir. C'est comme Sékou Touré. En 1984, les Guinéens étaient prêts à prendre n'importe qui. Ils considéraient que le mal absolu, c'était Sékou Touré. En 2008, Lansana Conté est arrivé au même machin, au même résultat. Les Guinéens préfèrent n'importe quoi à lui. Mais ce n'est pas le départ de Lansana Conté. Si ce n'est pas préparé, si ce n'est pas des gens qui sont décidés et qui ont des idées généreuses et larges, ça ne changera pas. Ça ne changera pas. Alors, personnellement, je suis partisan que Alpha Condé quitte. Parce que
il est en train de conduire le pays vers un désastre. Mais son départ, si c'est des gens comme lui qui prennent le pouvoir, ce sera exactement la même chose. De 58 à maintenant, c'est une continuité. Ça a été une continuité. Tous les dirigeants qui se sont succédés ont chacun été à un degré ou à un autre comme Sékou Touré. En fait, les gens veulent être président de la Guinée. Être devant la Guinée. Mais ce n'est pas la Guinée qui les intéresse, c'est la présidence. Comme je vous ai dit au début, Sékou Touré n'aimait que son pouvoir. Et je vois tout ce qui s'agite actuellement autour de l'enceinte politique autour du pouvoir et pour la conquête du pouvoir, ils ont à peu près les mêmes idées. C'est leur intérêt qui compte. Ce n'est pas la population, ce n'est pas le pays. Alors, au vu certainement donc des élections donc de 2010 et les élections de 2015 approchent, est-ce que vous avez des craintes? Je n'ai pas de crainte, j'ai une certitude. Ok, laquelle? La certitude, c'est que si Alpha Condé est réélu, ce sera la même chose. C'est-à-dire que le pays ira encore un peu plus mal, et même beaucoup plus mal. Parce qu'il a réussi un tour de force extraordinaire. C'est lui qui a amené l'ethnocentrisme à ce point que les gens imaginent qu'il peut y avoir une guerre civile. Avant lui, personne n'avait atteint ce machin. Mais la façon dont il a été élu, ce n'était pas contre Cellou, c'est contre les peuples. Tout sauf un peu. C'est en fait ça son machin. Et la classe politique l'a suivi. Et ça a marché. Et c'est cette classe politique qui est autour de lui qui encore risque de lui succéder. Encore une fois, merci beaucoup, Monsieur Diallo Colon. Avant certainement donc de vous laisser partir, puisque dites-nous exactement qu'est-ce qui vous a poussé à certainement écrire un peu ce livre, et comment les Guinéens peuvent certainement s'en procurer. Pourquoi j'ai écrit ce livre? C'est pour que les gens sachent ce que j'ai vécu, qu'on ne dise pas que c'est une légende ou bien que ça n'a pas existé. J'ai écrit donc pour ça. Pour se procurer le livre maintenant, il faut passer à Facebook. C'est Facebook Alpha M Diallo. Alpha M Diallo. M Diallo, voilà, ok. Voilà, ici, donc Alpha M Diallo, et automatiquement, vous pouvez. Au niveau de New York, est-ce que vous n'avez pas peut-être quelqu'un qui vend au moins ce livre? Ou bien nous pouvons certainement vous aider à trouver un endroit, pourquoi pas chez MB à l'Almit ou bien chez Royal African Market, pour que ceux qui veulent acheter ces livres puissent certainement s'en procurer. Je vous remercie et je retiens l'idée. On va communiquer par la suite pour vous donner, vous nous donnerez les adresses que vous venez de visiter. On vous la demandera de maintenir. D'accord. Alors, encore une fois, merci, doyen. Votre mot de fin, j'allais dire mot d'espoir pour tous ces Guinéens qui nous écoutent, ils sont très, très, très nombreux, Monsieur Diallo. Je dis que rien n'est perdu pour la Guinée. La catastrophe que nous avons vécue de 58 ans maintenant n'est pas une facilité. Si on se débarrasse de nos intérêts égoïstes et personnels et on songe au pays, les gens qui pensent à cela peuvent se retrouver. Parce que la médiocrité qui a gouverné le pays de 58 ans maintenant, elle n'a été forte que parce que les autres sont croisés les bras et les ont laissé faire.
C'est ma conviction. Donc, avec un peu d'organisation, on peut renverser la tendance. Ça prendra évidemment 4, 5, 6 ans, 7 ans. Seulement, ça ne sera pas facile du jour au lendemain. Ce qui me dit que vous êtes très optimiste, j'ai l'impression. Vous êtes optimiste? Je suis très optimiste. Je suis très optimiste. Ok. Je suis optimiste et je suis engagé. Optimiste. Pas seulement en parole. Pas seulement en parole. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, M. Diallo, et surtout portez-vous bien. Hein? C'est moi qui vous remercie pour l'opportunité que vous m'offrez de m'exprimer et éventuellement de faire vendre ce livre pour que les gens qu'on ne dise pas qu'un jour on ne savait pas. Merci beaucoup. Voilà, c'est très important, hein, qu'on ne dise pas, hein, qu'on ne savait pas. Hein, voilà. Donc, vous pouvez automatiquement vous procurer un peu ce livre. Nous allons certainement vous donner les informations un peu plus tard. Voilà, portez-vous bien et au revoir. À très bientôt.